Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Rencontre. Le Festival des Bateaux Dracons a lieu chaque année le 5e jour du 5e mois lunaire. C'est l'une des 4 grandes fêtes traditionnelles en Chine, avec la fête du printemps, la fête de Qingming et la fête de la mi-automne. Pendant plus que 2000 ans depuis sa naissance, la culture du Festival des Bateaux Dracons n'a cessé de se propager dans le monde au point que la fête est désormais célébrée dans de nombreux pays et régions à travers le monde. Tradition importante dans la culture traditionnelle chinoise, le Festival des Bateaux Dracons est devenu le premier festival chinois à être inscrit au patrimoine culturel immatériel mondial. Aujourd'hui, nous sommes en liaison vidéo avec Madame Caroline Puel, écrivain, professeure d'économie et géopolitique au lycée français international Charles de Gaulle de Pékin, et Monsieur Wang Kun, professeur de français à l'Université des langues étrangères de Beijing, directeur du Centre d'études des échanges humains sino-français du ministère chinois de l'Éducation. Et nous allons discuter ensemble des origines de l'héritage culturel du Festival des Bateaux Dracons, mais aussi de l'importance des échanges de l'apprentissage mutuel entre les différentes civilisations. Bonjour. Madame Puel, vous travaillez et vivez en Chine depuis plus de 40 ans. Quelles sont vos impressions sur le Festival des Bateaux Dragons ? Écoutez, c'est un festival que je vois se développer dans le nord de la Chine depuis peut-être un petit peu moins de temps, parce qu'il avait été un petit peu enfoui. Et les premières fois où je l'ai vu de manière très forte, c'était plutôt à Hong Kong, donc dans le sud de la Chine, lorsque je m'y trouvais il y a exactement 30 ans. Et à l'époque, j'avais été très frappée en allant dans les petites îles qui sont autour de Hong Kong, de voir comment dans les villages de pêcheurs, cette tradition était encore extrêmement forte. Par exemple, ils transportaient des enfants qui étaient déguisés, donc dans le style de l'époque de l'affaire des bateaux dragons, dans toute la ville. Et toute la population était réunie, extrêmement joyeuse. Et je n'avais pas le souvenir d'avoir vu des cérémonies de ce type-là dans le Nord. Mais je trouve que ces dernières années, on voit de plus en plus cette tradition se réveiller un petit peu partout en Chine. Et je voyais que cette année, par exemple, il va y avoir des courses de bateaux dragons à Pékin, ce qui est évidemment très intéressant et une bonne chose pour le réveil de cette culture millénaire. Et manger des zongzi, qu'on appelle boulettes de riz et gluants en français, est une activité incontournable lors du Festival des Bateaux Dragons. Beaucoup de gens ont même l'habitude de préparer des zongzi faits maison. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire des zongzi à la maison, Monsieur Wang ? Oui, effectivement, cela fait partie de notre coutume, disons, familiale pendant cette période festive de Duanwu. Donc, zongzi, en fait, est composé de riz gluant, qui est un produit du sud de la Chine. Par contre, cette pratique est répandue un peu partout en Chine, voire dans le nord. Mais il y a une différence d'utilisation des feuilles, parce que dans le sud, on utilise surtout les feuilles de bambou pour enrober le riz gluant, alors que dans le nord, on n'a pas de bambou. On utilise les feuilles de roseau à la place pour enrober. Cela donne des saveurs différentes. Donc dans le nord, les gens préféraient parfois le zongzi, le gâteau riz gluant farci sucré, alors que dans le sud, c'est plutôt salé. Donc il y a eu un débat en ligne il y a quelques années entre les internautes de dire quel serait l'orthodoxe qui est le plus juste pour donner la saveur de zongzi. Mais en fait, je pense que ce débat représente en quelque sorte cette diversité culturelle au sein même de la Chine, qui est grande, qui connaît des différentes traditions. Par contre, le sens de cette fête a été toujours donc maintenu.
Donc, c'est-à-dire que c'est une commémoration de grands poètes patriotes Tu Yuan. On raconte l'histoire. Donc, c'est une fête qui véhicule beaucoup de valeurs traditionnelles chinoises. Cela a été maintenu. Donc, c'est assez intéressant de voir à la fois que les Chinois fêtent en même temps cette fête dans le nord et dans le sud, et chacun a sa particularité légèrement différente. Et Madame Puel, est-ce que vous avez déjà eu l'expérience de préparer des zongzi par vous-même? Alors, j'ai eu l'expérience d'observer mes amis chinois ou ma famille chinoise le faire. Alors, je trouve personnellement que c'est plus facile de plier un zongzi qu'un tiaozi, parce que les tiaozi sont jamais très beaux, même si j'aime bien les manger. Et ce que j'ai noté, c'était la différence, effectivement, comme l'évoquait le professeur Wang, les grandes différences entre le nord et le sud. Par exemple, les bons jeux du nord sont plutôt sucrés et ceux du sud sont plutôt salés, avec de la viande à l'intérieur. Et dans les deux cas, je trouve ça très bon. Et c'est vrai que j'ai même pris l'habitude d'en prendre comme petit repas pendant les jours qui suivent la fête de douane entière, puisqu'on échange souvent des cadeaux ou on en achète sur les marchés. Et je trouve ça très bon. En plus de manger des zongzi, il existe aussi d'autres coutumes comme par exemple les courses des bateaux dracons que vous avez mentionnées, mais aussi l'accrochage de feuilles tarmoises aux portes et le port de sachets de médicaments parfumés. Monsieur Wang, qu'est-ce que signifient ces coutumes exactement? En fait, donc il y a le lien entre cette tradition de fêter le Duanwu avec les pratiques de la médecine traditionnelle chinoise, d'utiliser les plantes odorantes, donc aromatiques, pour chasser les insectes, les moustiques, etc. Et donc, donc cette partie d'activité sportive qui est la course des bateaux dracons, etc. Donc, beaucoup de contenus sont mis dans cette période festive. Je pense que les Chinois, en fait, ont associé les différents éléments de leur pratique quotidienne pour fêter justement cet événement qui est un tournant, en fait, selon la tradition chinoise. Enfin, le yin et le yang changent à ce moment clé qui est le mois de mai, c'est-à-dire qu'on va entrer dans une période de chaleur, c'est-à-dire l'été en Chine, et nous allons avoir besoin de préserver la santé. Et il y a les pratiques, justement, comme par exemple l'utilisation des plantes odorantes accrochées sur la porte pour la santé, mais aussi, selon les croyances populaires, c'est pour chasser les mauvais esprits, etc. Donc, en fait, cette pratique a été maintenue depuis très longtemps, depuis la nuit des temps, et les pratiques de bateau dragon aussi sont surtout, comme Madame Puel avait remarqué tout à l'heure, une pratique dans le sud, parce que dans le sud, il y a beaucoup plus de bateaux que dans le nord, mais cette pratique a été également partagée par les gens aujourd'hui du nord, hein, pour faire cette compétition des bateaux dragons. Même à Pékin, on les voit dans les parcs olympiques, par exemple, il y a des compétitions de bateaux dragons. En septembre 2009, l'UNESCO a officiellement approuvé l'inscription du Festival des bateaux dragons sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel humain. C'est le premier festival chinois à être inscrit sur cette liste. Et par ailleurs, en août 2021, lors de la compétition de canoë aux Jeux Olympiques de Tokyo, la discipline du bateau dragon a été incluse dans les Jeux Olympiques en tant qu'événement de démonstration. Monsieur Wang, pour vous, qu'est-ce qui différencie le festival des bateaux dragons des autres festivals traditionnels ? En fait, en profitant de cet événement et en même temps, il y a l'arrivée des Jeux Olympiques de 2008. Donc, le gouvernement a fait une décision de changer l'ancienne mode de vacances qui était des 3 semaines d'or à travers l'année en des célébrations de fêtes traditionnelles. Donc, la fête de bateau dragon, la fête de la lune et la fête du printemps. Donc,
en fait une sorte de rétablissement, donc, de coïncidence entre les fêtes donc de congés publics avec les traditions donc qu'on avait dans la société. Donc cette pratique a favorisé donc la festivité. Les jeunes personnes, non seulement ils vont renouer avec les coutumes traditionnelles, mais ils vont aujourd'hui également porter des jolis vêtements classiques pour se prendre en photo dans les parcs, etc. Donc ces événements-là, en fait, c'est dans l'ensemble un événement de conscience, de protection des traditions classiques, des coutumes chinoises. Et aujourd'hui, je pense que les Chinois se rendent compte qu'il est plus important de faire passer des coutumes à la jeune génération qu'auparavant. C'est-à-dire qu'on avait tendance à oublier les fêtes traditionnelles, et maintenant les fêtes traditionnelles sont devenues beaucoup plus importantes. Et si vous regardez un peu dans les réseaux sociaux, ce sont surtout des jeunes qui fêtent ce genre d'occasion en montrant les différentes pratiques, disons, comme les coutumes vestimentaires, les pratiques donc comme les bracelets ou bien les sacoches brodées, etc. Et avec bien sûr les aliments traditionnels. Donc je pense que c'est très important comme un moment clé, un moment symbolique d'éveillement, de conscience, de protection du patrimoine immatériel en Chine. Le festival des bateaux dracons est également célébré par les communautés chinoises d'outre-mer et très apprécié par les populations locales. Les fêtes traditionnelles sont en fait d'importants vecteurs du patrimoine culturel. Madame Puel, comment jugez-vous l'importance de la protection des fêtes traditionnelles, du patrimoine culturel traditionnel ? Je pense en effet, comme le soulignait M. Wang Kun, que c'est très important de les conserver. En France, c'est un pays où nous sommes très sensibles aussi au maintien des traditions et de la culture ancienne. Et vous savez que tout à l'heure vous évoquiez la question de l'UNESCO, donc cette organisation internationale qui se charge des questions d'éducation et de culture. Et c'est vrai que l'UNESCO a élargi au début des années 2000 sa conception du patrimoine. Autrefois, c'était essentiellement du patrimoine bâti, du patrimoine construit. Et puis, depuis les années 2000, on parle de ce patrimoine immatériel qui concerne donc les coutumes. Donc, ça peut être des danses, des vêtements, des légendes, certains métiers ou même la gastronomie. Et tout cela est très important. Donc la France a beaucoup travaillé dans ce sens et a développé ce que l'on appelle en français la diplomatie culturelle, qui est une manière de communiquer et de faire connaître aussi le pays. Et puis surtout, on s'aperçoit que au travers justement de nos vieilles coutumes et traditions, on se comprend beaucoup mieux entre êtres humains, puisque finalement, on réalise qu'on a souvent des coutumes assez proches, au-delà des religions. Il y a souvent finalement des liens avec les phénomènes naturels, comme les saisons, etc., que l'on retrouve finalement de côté. Et puis ça permet justement de mieux se comprendre, en fait, et d'échanger assez facilement autour de cette tradition. Alors les Français connaissent déjà bien la Chine, enfin savent que la Chine est un pays de grande culture et de longue histoire, donc ont beaucoup de respect pour tout ce qui est culturel dans le domaine chinois. Et il y a eu beaucoup d'initiatives ces dernières années. Vous avez 3 maisons d'édition, par exemple, à Paris, qui sont spécialisées dans la littérature chinoise. Vous avez eu depuis une vingtaine d'années des expositions d'art classique et d'art contemporain.
Il y a eu un grand engouement en France pour le cinéma chinois contemporain dans les années 1990 et qui se poursuit aujourd'hui. Et puis pour les fêtes plus populaires, c'est souvent un moment du Nouvel An chinois qui est célébré maintenant dans les grandes villes françaises. Les Français aiment bien aller participer et donc l'élément qu'ils connaissent le mieux, c'est évidemment le dragon, puisque vous avez des danses des dragons qui sont faites généralement par les communautés chinoises dans ces villes. Et voilà, les Français aiment toujours beaucoup aller assister aux danses des dragons. Mais c'est bien qu'on aille plus loin. Et ça serait une bonne idée, par exemple, de développer la fête des bateaux dragons, ou en tout cas les compétitions de bateaux. Je pense que ça plairait beaucoup aux Français. C'est vrai que ces dernières années, la Chine a continué à accroître la diffusion de sa culture traditionnelle à l'étranger. Et les échanges culturels constituent un pont qui améliore la communication et la compréhension mutuelle entre les pays. Monsieur Wang, que pensez-vous du rôle de la protection du patrimoine culturel dans les échanges culturels entre les différents pays? Je suis tout à fait d'accord avec Madame Puel parce que nous voyons en réalité qu'à travers la protection du patrimoine culturel, matériel et immatériel, en fait, cela nous fait comprendre que entre les différentes communautés sur notre planète, en fait, il y a beaucoup de points communs. Par exemple, notre rapport avec la nature, quelle que soit la croyance, quelle que soit la forme d'organisation de la société. En fait, nous avons un lien très étroit avec l'environnement et nous avons également donc le sentiment donc entre les membres de la famille qui sont similaires. Donc, nous cherchons tous à entretenir une bonne relation entre les membres de famille, avec les parents, les enfants, les amoureux, etc. Et en plus de cela, nous avons une vie de communauté qui nécessite la solidarité, l'entraide, etc. Donc beaucoup de choses qu'on partage en commun sont représentées sous formes différentes. Par contre, les valeurs derrière sont similaires. Donc c'est pour cela que nous pensons qu'il est important qu'on tisse ce genre de lien, d'échange avec ces éléments traditionnels pour trouver des points communs. Comme par exemple, nous avons eu beaucoup de joie de découvrir le col de Tourmalet, qu'on ignorait auparavant. En fait, la tradition de montagne, ils sont similaires, les gens aiment les chants et les danses, la bonne bouffe, l'alcool, etc. Donc il y a beaucoup de choses en commun. En fait, l'aspect populaire sont tellement similaires qu'en fait, ils sont tout de suite compris par les Chinois sans même besoin de l'interprétation de la langue. Donc c'est ça l'intérêt, en fait, l'amitié entre les peuples, c'est souvent très simple. On se rencontre, on se voit, on mange ensemble, on chante, on danse ensemble, et cela peut très facilement créer une relation d'amitié, comme ce que fait les deux dirigeants d'État, mais en fait c'est un exemple qu'ils ont avancé, ils ont donné pour dire que en fait c'est possible entre les deux peuples de nouer cette relation d'amitié et de se comprendre. Et donc sur cette base de valeurs communes, sur cette base de confiance mutuelle et de l'amitié, on peut bâtir des choses pour le long terme. Et Madame Puel, quel est votre point de vue là-dessus, sur l'importance de la transmission des cultures, la communication entre les différents pays? Oui, donc voilà, comme on est en train de le dire, c'est une base finalement sur laquelle c'est facile de trouver une entente. Et à partir du moment où une relation humaine est établie entre deux peuples et qu'elle est forte, eh bien c'est beaucoup plus facile de tisser ensuite des liens diplomatiques, des liens politiques. Et si en plus l'exemple est donné au plus haut niveau, c'est évidemment très intéressant et c'est effectivement ce qui est en train de se passer entre la France et la Chine, puisque des deux côtés, nous avons des dirigeants qui ont compris l'importance de la culture et l'importance des échanges humains pour solidifier cette relation. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que bien qu'on soit aux deux extrêmes du même continent,
si on considère que l'Eurasie est un seul continent, on voit vraiment, enfin moi je suis vraiment tout le temps frappée par les similitudes que l'on rencontre. Hier, par exemple, j'ai participé à une émission de télévision sur la gastronomie et il y avait des équipes qui étaient faites entre chefs français et chinois pour arriver à produire ensemble un menu commun. Et c'était très intéressant parce que la manière de traiter les aliments n'était pas forcément la même, mais in fine, on s'apercevait que ces goûts se mariaient très très bien et qu'on arrivait en réunissant les deux à innover et à créer quelque chose de vraiment intéressant. On est deux peuples qui savent se retrouver autour d'une table et c'est vraiment important, je crois, pour chaque pays. Et donc, c'est aussi une bonne manière pour prendre le temps de se comprendre, de s'expliquer. Et ça passe souvent par effectivement des petites histoires du quotidien, mais qui permettent de comprendre nos similitudes. Le président chinois Xi Jinping a souligné que les échanges et l'apprentissage mutuel entre les civilisations constituaient un moteur important pour le progrès de la civilisation humaine, ainsi que pour la paix et le développement dans le monde. Monsieur Wang, selon vous, quelle importance revêtent les échanges et l'apprentissage mutuel entre les civilisations ? Je pense qu'il y a une valeur dans le fond de ces échanges humains, parce que ces échanges ont eu déjà, entre la France et la Chine, datent depuis déjà de 10 ans. En fait, nous avons vu beaucoup d'activités se sont organisées, mais je pense qu'il y a des thèmes dans le fond qui sont similaires. Il y a un accord profond entre les deux peuples, c'est-à-dire que nous cherchons à la fois la paix, l'amitié et le développement ensemble. Donc la coopération en termes de l'éducation, de recherche scientifique, ou bien les entraides qui se sont organisées pendant la pandémie, donc les échanges culturels, les spectacles qu'on partage entre les deux pays, etc. Donc il y a autant d'activités qu'on peut apprécier dans justement cette recherche de points communs, c'est-à-dire que nous voulons la paix du monde, l'amitié, voire l'amour entre les deux peuples, et ensuite nous allons développer des projets en commun, comme entre la France et la Chine. Il y a beaucoup de projets, par exemple sur la recherche scientifique, les projets nucléaires. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels nous avons de coopération, et les modèles que nous engageons sont forcément les modèles gagnant-gagnant. Donc sur le thème constant de paix et de développement, je crois que les deux pays ont beaucoup plus d'entente et de choses en commun qui se trouvent dans l'avenir, qu'on peut chercher et trouver à travers à la fois la coopération actuelle, mais aussi les différentes formes de créativité et d'innovation. Vous êtes tous les deux professeurs, vous êtes en contact régulier avec les étudiants. Comment jugez-vous la relation qu'entretient la jeune génération avec la culture traditionnelle ? Tout à l'heure, M. Wang a parlé un peu du phénomène au sein de la jeune génération, de respecter la tradition, de porter des vêtements traditionnels. Madame Puel, quelles sont vos observations ? Oui, justement, moi j'ai beaucoup observé le réveil de cette tradition. Qui s'est faite pendant le Covid d'ailleurs. C'était intéressant puisque c'était un moment où plus personne ne pouvait vraiment voyager en dehors du pays, ni même forcément au travers des villes. Et vraiment à Pékin, je trouve que ce phénomène a pris une grande ampleur. Donc on l'a vu vraiment apparaître vers 2021. Et année après année, on voit que les choses se structurent. Et c'est vrai que moi, souvent, j'aime bien le dimanche aller faire des photos dans les temples ou dans les lieux impériaux, parce qu'on trouve effectivement maintenant des familles entières qui portent le vêtement traditionnel. Et d'abord, je trouve que ça va très bien aux Chinois. Je trouve que ça leur donne vraiment beaucoup d'allure. Et puis, je trouve que ce réveil, effectivement, de la tradition porte des messages, évidemment, complexe, parce qu'on peut parler de patriotisme,
Mais je pense que c'est une bonne chose parce que au fond de tout ça, la vraie valeur qui apparaît est celle d'une confiance dans son identité nationale. Et c'est lorsqu'on a confiance que finalement on peut aller davantage vers les autres et qu'on est capable d'échanger. Donc je trouve que c'est une pratique voilà, qui en tout cas plaît beaucoup aux étrangers qui sont ravis de voir les Chinois remettre leurs vêtements traditionnels. Après, moi j'hésitais, je me disais tiens la prochaine fois je viendrai en duchesse de Versailles, mais ce serait un peu compliqué parce qu'à l'époque, les femmes étaient obligées d'accepter des corsets très serrés et extrêmement pénibles à porter. Mm. Monsieur Wang, pour vous, quel rôle joue l'éducation dans la protection et la transmission du patrimoine culturel? Mais à mon sens, je crois que l'éducation, c'est surtout l'opportunité de donner un espace de créativité aux jeunes générations, c'est-à-dire que nous avons tous les éléments de la culture traditionnelle à transmettre, bien sûr, dans les écoles et dans les universités, mais en même temps, c'est un endroit d'essai, un terrain d'essai pour les jeunes personnes d'abord d'accepter de transmettre ces coutumes et traditions, mais en même temps de leur permettre d'innover et de créer de nouvelles choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils utilisent beaucoup les moyens technologiques comme les nouveaux médias, donc les réseaux sociaux pour représenter leur image, propre image, véhiculant ces éléments traditionnels, mais ils consomment également beaucoup de produits sous l'emblème de China Chic ou le chic chinois. C'est-à-dire les nouveaux styles de design des produits, des emballages, donc apportant des éléments traditionnels chinois, etc. Donc toutes ces pratiques, ces essais leur donnent confiance dans l'avenir en tant que représentants, en tant que porteurs de ces cultures traditionnelles et dans leur contact avec le monde extérieur. Ils sont naturellement donc véhiculaires, donc ils véhiculent volontairement et naturellement ces éléments culturels. Donc je pense que c'est très bien parce que dans ma génération, il manque ce genre d'aisance vis-à-vis de notre culture traditionnelle. Alors chez les jeunes générations, grâce à ces moyens d'innovation, ils vivent en fait dans cette culture et ils sont naturellement donc porteurs de cette culture. Parce que effectivement, lorsqu'on parle de réveil des traditions, ça ne veut pas dire qu'on repart en arrière. Ça veut dire qu'on a parfaitement assimilé tout le savoir de nos ancêtres et qu'en même temps, on s'en sert de base pour la progression et pour innover. Mais finalement, cette base ancienne ne nous amène pas à rester uniquement dans la tradition. L'idée, c'est d'utiliser cette base pour innover et pour éventuellement innover à la rencontre d'autres cultures et donc notamment de la culture chinoise, puisque on voit que la rencontre de nos différences permet du progrès. C'était d'ailleurs l'idée de Claude Lévi-Strauss, un grand philosophe français du XXe siècle, qui dans son livre Race et Histoire nous parlait justement de la nécessité de rester différent et respectueux des différences de l'autre. Et c'est de la rencontre de nos différences que l'on peut donc savoir innover. Je vous remercie, Madame Puel et Monsieur Wang, d'avoir participé à cette émission et d'avoir livré vos analyses. Voilà, c'est la fin de cette émission Rencontre. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.